Bienvenue dans cette toute dernière vidéo sur le chapitre de la mobilité sociale. Dans les vidéos précédentes, on a vu pas mal de vocabulaire sur la mobilité sociale. On a également mis en pratique ce vocabulaire en analysant les grandes tendances de la mobilité sociale des hommes et des femmes. Mais maintenant qu'on sait tout ça, il faudrait quand même qu'on analyse les déterminants de la mobilité sociale. Autrement dit, il faut qu'on analyse les facteurs à l'origine des flux de mobilité. Ces facteurs sont au nombre de 3. Tout d'abord, il y a l'évolution de la structure socio-professionnelle. Ensuite, les niveaux de formation, autrement dit l'école, et finalement, il y a la famille. Et nous allons commencer par l'évolution de la structure socio-professionnelle. On l'a vu dans les vidéos précédentes, une partie de la mobilité sociale est engendrée par les modifications de la structure des emplois entre deux générations. C'est ce qu'on appelle la mobilité structurelle. Et si tu as bien appris ton cours sur la structure sociale, tu sais que la structure socio-professionnelle a connu 4 grandes évolutions. La tertiarisation, la salarisation, la hausse du niveau de qualification et la féminisation des emplois. Ces 4 évolutions ont permis une mobilité structurelle entre deux générations. Tout d'abord, on va voir qu'il y a eu une mobilité structurelle dans les années 1970. En effet, en 1977, 39,6% des hommes et 42,6% des femmes ont connu une mobilité structurelle. Et ces chiffres s'expliquent par plusieurs raisons. Déjà, la tertiarisation de l'économie a permis une mobilité structurelle. Donc, petit rappel, la tertiarisation, c'est le processus par lequel les économies se transforment en augmentant la part du secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, par rapport au secteur primaire, tel que l'agriculture, et secondaire, l'industrie. Ce changement a des répercussions profondes sur la structure des professions et catégories socio-professionnelles. Donc avec la tertiarisation, nous observons une régression des PCS traditionnels comme les agriculteurs et les ouvriers et une expansion significative des catégories des cadres et professions intermédiaires. Et bien ça a créé de la mobilité structurelle où les individus souvent issus de milieux moins favorisés trouvent des opportunités ascendantes dans de nouveaux secteurs en expansion. Par exemple, en 1977, 11% des hommes de 35 à 59 ans étaient cadres, mais seulement 5% de ces hommes avaient un père cadre. La génération des enfants de cadres ne suffit donc pas à répondre aux besoins de ces groupes en expansion. Ces groupes vont donc s'ouvrir à des actifs venant d'autres milieux sociaux, ce qui représente des opportunités de mobilité sociale ascendantes. Parallèlement à la tertiarisation, il y a eu une augmentation significative du niveau de qualification nécessaire pour occuper ces nouveaux emplois dans le secteur tertiaire. Cette évolution est en grande partie liée à la massification scolaire qui a permis à un plus grand nombre d'individus d'accéder à une éducation supérieure et donc à des emplois nécessitant des compétences plus avancées. Ce phénomène a permis à des enfants issus de classes populaires mieux qualifiés que leurs parents d'accéder à des professions intermédiaires ou supérieures. Ainsi, des enfants d'ouvriers ou d'employés ont pu accéder à des emplois dans les catégories professionnelles et intermédiaires, traduisant une forte mobilité sociale verticale ascendante. En effet, 12,7% des CPIS âgés de 30 à 59 ans avaient un père employé ou ouvrier qualifié. Ensuite, la salarisation est un autre aspect important de l'évolution de la structure socio-professionnelle. Elle désigne le passage d'un statut d'indépendant comme celui d'artisan ou de commerçant à un statut de salarié. Cette transition a été importante pour les fils d'indépendants qui, dans un contexte de modernisation économique et d'expansion du secteur tertiaire, ont souvent opté pour des carrières salariées plutôt que de reprendre les affaires familiales. Comme on le voit sur la table des destinées, 23,6% des employés et ouvriers qualifiés âgés de 30 à 59 ans avaient un père artisan, commerçant ou chef d'entreprise. Enfin, la féminisation des emplois a aussi contribué à la mobilité structurelle. L'augmentation du nombre de femmes travaillant dans le secteur tertiaire, en particulier dans les professions comme les employés, a créé des opportunités pour les hommes dans les catégories professionnelles et intermédiaires supérieures. De plus, la qualification croissante des femmes a permis une hausse significative de la mobilité verticale ascendante, surtout par rapport à leur mère, marquant une évolution importante dans l'égalité des chances en termes de mobilité sociale. Par exemple, 22,4% des professions intermédiaires âgées de 35 à 59 ans avaient une mère employée ou ouvrière qualifiée. Mais même si dans les années 1970 la mobilité structurelle était importante, il faut noter que la part de cette mobilité a diminué depuis. En effet, en 2015, 24,2% contre 39,6% en 1977 de la mobilité des hommes et 34,8% contre 42,6% en 1977 de la mobilité des femmes s'expliquait par une mobilité sociale structurelle. Ce phénomène s'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, depuis la fin des années 1970, la structure des emplois des hommes actifs est de plus en plus proche de celle de leurs pairs. Je m'explique. La composition des emplois que les hommes occupent aujourd'hui ressemble beaucoup plus à celle de la génération précédente. En gros, les emplois restent les mêmes. Il n'y a pas moins d'emplois de cadres, pas plus d'emplois d'ouvriers par exemple.
Cette stabilité signifie que les changements dans le système productif et leurs effets sur les emplois ont été bien moins marqués qu'avant. Par conséquent, la part de la mobilité structurelle s'est réduite. La mobilité sociale liée à ces transformations économiques et sociales s'est donc atténuée. Et chez les femmes aussi, ça se remarque, la mobilité structurelle a ralenti. Lorsque la féminisation du marché du travail a débuté parallèlement à un meilleur accès à l'éducation, les femmes ont eu accès à des opportunités professionnelles qui étaient inaccessibles pour leur mère. Cela a engendré une mobilité sociale ascendante importante. Mais aujourd'hui, on remarque que les filles s'orientent vers des métiers semblables à celles de la génération précédente, donc à celles de leur mère. La structure des emplois chez les femmes s'est donc stabilisée. Il faut également rajouter que le contexte économique actuel n'est pas favorable à la mobilité sociale ascendante. La structure sociale est arrivée à maturité. La création d'emplois qualifiés ne suit pas le rythme de l'augmentation des diplômés. Donc les créations d'emplois massives qu'on a pu observer entre les années 1950 et 1980 ne se produisent plus à la même échelle, ce qui freine la mobilité structurelle ascendante. Le marché du travail est également plus compétitif. Il y a de plus en plus de diplômés qui cherchent un emploi à la hauteur de leur qualification. Cette quête crée une lutte pour les places où le déclassement de certains est souvent nécessaire pour permettre l'ascension des autres. Le paradoxe d'Anderson illustre très bien ce phénomène, mais ça, on en parlera juste après. La conséquence de ça, c'est que de plus en plus de diplômés doivent accepter des emplois en dessous de leur qualification, ce qui constitue un phénomène de déclassement qui est de plus en plus courant aujourd'hui. L'évolution de la structure socio-professionnelle a donc permis une mobilité sociale structurelle ascendante dans les années 1970, mais on remarque que ce phénomène se calme aujourd'hui et conduit même à des déclassements, surtout à cause de la hausse des diplômés qui est plus importante que la création d'emplois qualifiés. Ce constat nous amène à notre deuxième déterminant de la mobilité sociale, la hausse du niveau de formation qui a permis à une génération une mobilité sociale ascendante, mais on remarquera qu'aujourd'hui, il ne représente pas une garantie de mobilité sociale verticale ascendante. Avec la massification et la démocratisation scolaire, le niveau de formation, donc le niveau de diplôme le plus élevé atteint par un individu de la population active, s'est fortement élevé. En effet, on remarque que depuis les années 1982, de plus en plus d'individus sont diplômés du supérieur, passant d'environ 11% à environ 42% de la population active en 2018. Tandis que le nombre de personnes peu ou pas diplômées diminue drastiquement, passant d'environ 56% à 15%. Cette élévation du niveau de qualification a permis une mobilité sociale intergénérationnelle ascendante. Le diplôme est devenu le principal facteur qui explique la position sociale dans un contexte où les emplois nécessitent de plus en plus de qualifications. L'augmentation importante de la scolarisation ainsi que sa démocratisation, même si elle a été partielle, ont contribué à l'amélioration de la fluidité sociale et de la mobilité sociale intergénérationnelle ascendante. Sur ce tableau, on voit par exemple que parmi les personnes ayant un diplôme Bac+5 et plus, 71% n'ont jamais connu de déclassement et 39% ont connu une mobilité sociale intergénérationnelle ascendante. Un certain niveau de formation permet donc aux enfants issus de milieux défavorisés de connaître une mobilité sociale ascendante entre les générations. Et plusieurs événements ont permis l'accroissement d'une population active plus diplômée. Tout d'abord, il y a la massification et la démocratisation scolaire. La massification scolaire fait référence à l'augmentation du nombre d'individus accédant à l'éducation, tandis que la démocratisation scolaire évoque l'élargissement de l'accès à l'éducation à toutes les couches de la société, indépendamment de l'origine sociale. Ce phénomène a permis une hausse importante de la fluidité sociale car un niveau de diplôme plus élevé ouvre souvent la porte à des emplois supérieurs, facilitant ainsi la promotion sociale, particulièrement pour ceux issus de milieux populaires. De plus, dans un monde où les transformations technologiques sont rapides et constantes, la demande pour un capital humain de plus en plus qualifié ne cesse d'augmenter. Le diplôme est donc devenu nécessaire. Dans ce contexte, les employeurs, souvent confrontés à la nécessité de recruter des individus qu'ils ne connaissent pas, se fient au diplôme comme gage de compétence et de fiabilité. En plus de la massification et de la démocratisation, l'école a l'avantage de pouvoir former des travailleurs pour répondre aux besoins du marché du travail. Ça passe notamment par la création de formations comme les BUT, les BTS et les bacs technologiques qui ont été spécifiquement conçus pour préparer les étudiants au secteur en pleine expansion, surtout dans le domaine tertiaire, qui requiert des compétences moyennement qualifiées. Ces formations sont importantes car elles équipent les étudiants, notamment ceux issus de milieux populaires, des compétences nécessaires pour intégrer rapidement le marché du travail. L'élévation des qualifications professionnelles s'est donc accompagnée d'une hausse du niveau de formation de la population grâce à la massification et à la démocratisation scolaire. Ces phénomènes ont créé des opportunités d'emploi pour
pour les catégories des professions intermédiaires et des cadres et professions intellectuelles supérieures. Grâce à l'adaptation de l'école aux évolutions du marché du travail, certains enfants issus de classes populaires ont pu connaître une mobilité sociale ascendante intergénérationnelle. Mais l'école n'empêche pas le déclassement intergénérationnel pour autant. Le phénomène de massification scolaire a mené à ce que l'on appelle une dévalorisation des diplômes. En d'autres termes, lorsque de plus en plus de personnes obtiennent un diplôme particulier, sa rareté et donc sa valeur sur le marché du travail diminue, ce qui peut entraîner un déclassement social où les individus se retrouvent dans des emplois et des positions sociales inférieures à celles de leurs parents, même s'ils sont plus diplômés. C'est ce qui explique le paradoxe d'Anderson. Ce paradoxe n'est pas à connaître pour le bac, mais il est plutôt facile à comprendre, donc je vais te l'expliquer. En fait, ce paradoxe explique qu'un diplôme supérieur à celui de ses parents ne garantit pas nécessairement une position sociale supérieure. En effet, bien que l'éducation soit censée ouvrir des portes, en 2010, 33% des bac plus 5 ou supérieurs ont connu un déclassement. On remarque également que la part des cadres et des pays parmi les diplômés de bac plus 2 diminue énormément entre 1983 et 2021, passant de 76% pour les diplômés sortis depuis 1 à 4 ans à 46%. Ces chiffres montrent que le niveau de diplôme ne protège plus du déclassement intergénérationnel. Mais malgré une augmentation des diplômés, la création d'emplois qualifiés n'a pas suivi le même rythme, ce qui a accentué la situation de déclassement. Les diplômés se retrouvent souvent obligés d'accepter des emplois qui ne correspondent pas à leur niveau de qualification, faute de disponibilité dans leur domaine de compétences. Ce déclassement scolaire entraîne souvent un déclassement intergénérationnel. Cela signifie que malgré une réussite scolaire supérieure à celle de leurs parents, certains diplômés n'occupent pas forcément une meilleure position sociale, créant ainsi une forme de mobilité sociale descendante. Pour conclure, bien que l'éducation soit un puissant moteur de mobilité sociale, la massification scolaire combinée à une création insuffisante d'emplois qualifiés peut entraîner des résultats paradoxaux, notamment un déclassement social intergénérationnel. Maintenant, il ne nous reste qu'un seul et dernier déterminant de la mobilité sociale, la famille. La trajectoire de vie que va suivre un individu dépend également en partie de la famille dont il est issu. Les ressources dont disposent les familles, mais également les configurations, influencent la mobilité sociale et peuvent des fois être source de reproduction sociale. On va tout d'abord s'intéresser aux ressources familiales qui peuvent favoriser la mobilité sociale, mais également la reproduction sociale. Les ressources familiales correspondent à l'ensemble des capitaux, donc économiques, culturels et sociaux, que mobilisent les familles, soit pour favoriser une MS ascendante intergénérationnelle, soit pour assurer une reproduction sociale et éviter un déclassement intergénérationnel. Tout d'abord, les ressources familiales jouent un rôle important car elles peuvent favoriser une mobilité sociale ascendante. Les familles vont chercher à mobiliser leurs différents capitaux afin d'assurer un meilleur statut social à leurs enfants. Elles peuvent utiliser leur capital économique, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser leurs ressources monétaires et actives pour améliorer les perspectives éducatives et professionnelle des enfants. Ça peut inclure par exemple le financement des études supérieures, le paiement de cours particuliers ou même offrir un environnement de vie stable et propice à l'étude. Elles peuvent également mobiliser leur capital social, c'est-à-dire leur réseau et connexions. Ces réseaux peuvent aider à obtenir des opportunités d'emploi, des stages ou d'autres avantages professionnels qui ne sont pas directement accessibles à tous. Et finalement, les familles peuvent transmettre du capital culturel à leurs enfants. Le capital culturel englobe l'ensemble des compétences culturelles, des attitudes, du langage et des connaissances que les parents transmettent à leurs enfants. La présence de livres à la maison, la discussion régulière sur des sujets académiques et une implication directe dans la scolarité des enfants sont des exemples de capital culturel qui peuvent fortement influencer les performances scolaires et donc par extension les trajectoires sociales. En combinant ces ressources, les familles peuvent significativement améliorer les chances de leur enfant de réaliser une mobilité sociale ascendante, parfois même sur plusieurs générations. D'un autre côté, les mêmes catégories de ressources familiales peuvent également contribuer à la reproduction sociale, où le statut et les privilèges d'une famille sont maintenus de génération en génération sans mobilité significative. Le capital économique est souvent plus abondant dans les familles aisées où il peut être utilisé pour garantir la fréquentation des meilleures écoles. Les enfants reçoivent l'éducation la plus complète et accèdent aux meilleures opportunités professionnelles. Un faible capital économique est donc un frein à la réussite scolaire et à la mobilité sociale ascendante. Le capital social est également important car il permet l'accès à des réseaux influents qui peuvent faciliter l'entrée dans des secteurs professionnels compétitifs ou prestigieux, renforçant ainsi la position sociale de la famille. Le capital social est essentiel dans un contexte où il y a de plus en plus d'individus qui obtiennent un haut niveau de diplôme. Le capital social va permettre de valoriser son diplôme sur le marché du travail. Et finalement, le capital culturel dans les familles aisées comprend souvent une familiarité plus grande avec les normes
et les attentes des institutions élitistes, préparant du coup naturellement les enfants à réussir dans ces milieux, perpétuant ainsi le statut social familial. Ces formes de capital interagissent pour créer des conditions où le statut social est non seulement préservé, mais souvent amélioré, enracinant davantage les inégalités existantes entre les différentes strates sociales. En conclusion, les ressources familiales sont des déterminants fondamentaux de la mobilité sociale, capables d'influencer les opportunités et les trajectoires de mobilité sociale. Elles peuvent ouvrir la voie à des ascensions sociales remarquables ou au contraire renforcer et perpétuer les hiérarchies sociales existantes. De plus, les configurations familiales peuvent jouer un rôle dans les trajectoires de mobilité. La notion de configuration familiale correspond à la composition de la famille selon le statut conjugal et le nombre d'enfants qui la composent. Tout d'abord, le nombre de frères et sœurs a une influence sur la mobilité sociale. On sait que quelle que soit l'origine sociale, les enfants ayant une fratrie restreinte ont une destinée sociale plus réussie que ceux qui viennent d'une famille nombreuse. Si on regarde ce tableau, on remarque que 15,2% des fils d'ouvriers qui avaient 2 frères ou sœurs ou moins sont devenus cadres, tandis que 7,4% des fils d'ouvriers qui avaient 3 frères et sœurs ou plus sont devenus cadres. Dans les familles avec peu d'enfants, donc 2 enfants ou moins, les ressources familiales telles que l'attention des parents, le soutien financier et éducatif peuvent être concentrées de manière plus efficace. Cette concentration de ressources favorise une mobilité sociale ascendante plus élevée. A l'inverse, dans les familles nombreuses, les ressources peuvent être diluées. Il y a moins de moyens financiers par enfant, moins d'espace personnel comme une chambre individuelle par exemple. Il y a potentiellement moins de temps dédié à chaque enfant, ce qui peut limiter les opportunités éducatives et professionnelles. Et ça a pour conséquence un déclassement intergénérationnel où les enfants ne parviennent pas à atteindre ou à dépasser le statut social de leurs parents. Ensuite, la structure de la famille, donc la situation parentale, peut avoir un impact sur les trajectoires de mobilité sociale des enfants. Les enfants dont la situation familiale est constituée de 2 parents sont ceux qui réussissent en moyenne mieux à l'école. La composition familiale agit donc sur la réussite scolaire et par extension sur la mobilité sociale. Les enfants élevés dans des familles monoparentales rencontrent souvent plus de difficultés scolaires comparés à ceux vivant dans des familles biparentales. Par exemple, 89,2% des enfants vivant avec leurs 2 parents obtiennent leur brevet en 4 ans, donc les années normales, contre seulement 77% pour ceux vivant dans une famille monoparentale. Les défis incluent souvent des ressources économiques limitées, moins de soutien aux devoirs et une stabilité émotionnelle réduite, ce qui peut entraver l'accès aux trajectoires de mobilité sociale ascendante. Et c'est pareil pour la séparation ou le divorce des parents, ça peut également impacter négativement la réussite scolaire. Les perturbations familiales peuvent amener des stress psychologiques qui se répercutent sur les performances scolaires. De plus, la charge importante sur le parent seul peut réduire le temps et l'énergie disponibles pour le suivi éducatif, accentuant le risque de mobilité sociale descendante. En plus de ça, les configurations familiales peuvent aussi jouer un rôle à l'âge adulte. Par exemple, être une mère seule peut fragiliser les chances d'ascension professionnelle car elle doit assumer seule les charges familiales, ce qui rend plus difficile la réalisation d'une carrière. En conclusion, les configurations familiales sont des déterminants clés de la mobilité sociale. Elles définissent non seulement les opportunités accessibles aux enfants, mais aussi leur capacité à les exploiter. Que ce soit à travers la concentration ou la dilution des ressources dans les petites ou grandes fratries, ou les défis particuliers des familles monoparentales. Et voilà, c'est déjà la fin de ces vidéos sur le chapitre de la mobilité sociale. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On est également sur Instagram et sur TikTok. On essaye de répondre à tous nos DM, donc n'hésite pas. J'espère que ces vidéos t'auront aidé et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle série de vidéos. Ciao!